Bonjour à tous et toutes. Vous m'entendez bien? Alors, je m'appelle Martin Thoraille, je suis médiateur en santé à Médecins du Monde sur le programme Travailleurs-Travailleuses précarisées qui existe depuis 2 ans dans la région. Et donc moi je vais vous parler de la médiation en santé, de ce que c'est, comment est-ce qu'on la pratique à Médecins du Monde, autant dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Et je vais essayer de vous démontrer que voilà, il existe des freins à l'accès aux droits et à l'accès aux soins dans les deux milieux, et que la médiation en santé peut venir en tant qu'outil pour essayer de surmonter un petit peu ces freins, ces obstacles. Et évidemment, on est sur un colloque sur la santé mentale, donc je vais faire un petit focus sur ce qu'on fait sur le champ de la santé mentale pour les personnes qui sont concernées par le programme Travailleurs-Travailleuses précarisées. Avant cela, je vais définir ce que c'est que la médiation en santé, parce que ce n'est pas toujours clair pour tout le monde. Peut-être qu'ici ça l'est, mais je préfère le faire. Il y a une définition de la HAS qui est sortie en 2017 qui définit la médiation comme la fonction d'interface qui assurée en proximité pour faciliter d'une part l'accès aux droits, à la prévention et aux soins assurés auprès des publics les plus vulnérables, et d'autre part la sensibilisation des acteurs du système de santé sur les obstacles du public dans son accès à la santé. Médecins du Monde, depuis plusieurs années, on développe la médiation en santé sur tout un tas de programmes en France, que ce soit dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Et on a aussi fait en sorte de promouvoir cette définition-là auprès de la HS. Donc là, vous allez dire que je me répète un petit peu, mais c'est important. Pour MDM, vraiment, médiation santé, c'est faciliter l'accès aux droits, à la PrEV, aux soins auprès des publics vulnérables, aussi sensibiliser les acteurs du système de santé sur les obstacles qu'ils rencontrent. Et on fait beaucoup d'aller vers. C'est vraiment quelque chose de crucial sur nos actions en milieu urbain et en milieu rural, avec cette idée d'aller vers et de faire avec. On entend par là, vous avez parlé d'empowerment, je crois, rapidement, mais c'est l'idée de renforcer les capacités d'agir des personnes qui sont concernées par nos programmes en faisant en sorte de vraiment les centrer sur nos actions, sur leurs besoins, faire émerger leurs besoins avec elles et centrer nos actions autour de ça. Les grands principes de la médiation santé, c'est la confidentialité, le secret professionnel, le non-jugement, encore que là, je préfère parler plutôt de suspension de jugement plutôt que de non-jugement, et de respect de la volonté de la personne. Pourquoi je répète ces trois grands principes-là? C'est parce que tout au long de mon intervention, je vais beaucoup parler de lien de confiance, de tisser du lien, tisser de la confiance avec les personnes avec lesquelles on travaille. Et si à un moment donné, il y a une rupture dans un de ces principes-là, la confiance se perd et ça sera très compliqué d'accompagner les personnes sur le long terme. Donc, les quatre axes de la médiation en santé, comme on les a développés à Médecins du Monde. C'est un petit slide où il y a marqué médiation en santé en milieu rural, mais en réalité, ça se fait aussi bien en milieu urbain, ces quatre axes-là. Pardon. Premier axe, créer la rencontre avec les populations concernées. Pour vous donner un petit exemple sur ce qu'on a pu faire pendant un peu plus d'1 an dans le Médoc. Ah oui, ce que je devrais dire, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais les deux types de groupes concernés par nos programmes sont les livreurs des plateformes numériques à Bordeaux et les travailleurs saisonnières dans le Médoc. Ces deux populations-là sont très différentes. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles peuvent rencontrer des problèmes dans l'accès aux soins et l'accès aux droits. Donc, créer la rencontre avec les populations concernées, ce qu'on a fait dans le Médoc pendant plus d'1 an, c'était de nous rendre sur un bidonville qui était à Saint-Laurent, dans le Médoc, près d'une déchetterie, où de nombreuses personnes séjournaient à l'année.
la plupart de ces personnes-là, c'était des personnes, des ressortissants européens du Sud, pardon, beaucoup d'Espagnols et beaucoup d'Italiens, qui travaillaient dans le Médoc, qui bossaient dans les vignes, qui pour autant, pour beaucoup, n'avaient pas de droit ouvert et qui souffraient de grosses ruptures dans le parcours de soins et aussi de méfiance par rapport, malheureusement, par rapport au système de santé dans le Médoc. Donc ce qu'on a fait pendant près d'un an, c'est qu'on y allait toutes les semaines et on se rendait dans le bidonville avec des médecins, des travailleurs sociaux, des kinés, pour créer du lien, créer de la confiance avec les personnes, pour ensuite entamer l'axe 2 de nos actions, qui est faciliter la coordination de parcours de soins. Très difficile à mettre en place pour des personnes qui vivent en bidonville s'il n'y a pas de confiance et de lien tissé au préalable. Donc voilà, la coordination de parcours de soins, là je pense que tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est vraiment, voilà, une fois que les besoins en santé ont émergé, comment est-ce qu'on coordonne le parcours de façon à orienter les personnes vers les systèmes, vers les professionnels de santé de manière holistique sur tous les besoins qui ont pu émerger. Axe 3, on parle beaucoup aussi à MDM de favoriser les actions collectives. Ça, c'est vraiment l'idée de pouvoir faciliter des groupes de parole, des espaces où des personnes peuvent échanger sur des problématiques de santé, en ayant vraiment l'idée de co-construire ces actions-là. On évite de venir avec une idée ou un thème, et puis avec un médecin par exemple, qui va éduquer des personnes sur tel ou tel sujet. Ce qu'on essaye de faire au maximum, c'est plutôt de faire émerger les besoins, d'avoir un groupe de personnes qui ciblent un besoin particulier, et ensuite de travailler avec ce groupe de personnes et un professionnel de santé dans la co-construction de l'action collective, avant que cette action puisse se faire en plénière avec toutes les personnes qui seraient intéressées par cette action-là. Je vais revenir un petit peu là-dessus pour vous donner un exemple sur une action collective qu'on a pu mener à la Maison des livreurs tout récemment sur les troubles érectiles des livreurs. Et ça a un énorme impact sur la santé mentale. Je vais y revenir. Et enfin, l'axe 4, c'est participer au plaidoyer. C'est un petit peu l'ADN de Médecins du Monde. Toutes les actions qui sont menées à MDM sont là pour mener un plaidoyer, pour défendre un plaidoyer qui a été ciblé à l'avance, de façon à essayer de faire bouger les lignes quand on peut, au maximum. C'est l'idée en tout cas. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur la médiation en santé en milieu urbain, j'ai oublié de vous dire que le programme travailleuses précarisées, donc ça fait 2 ans qu'il existe, mais avant ça, pendant 10 ans, il y avait le programme Squat qui a existé sur Bordeaux. Pendant ces 10 années-là, les équipes de Médecins du Monde se rendaient sur les squats et les bidonvilles de la métropole pour rencontrer des personnes qui y vivaient et essayer d'identifier les problématiques de santé, la condition de vie des personnes étant un déterminant de la santé. Et c'était vraiment l'approche qui était menée pendant plusieurs années à MDM. Et au fur et à mesure, en fin de compte des années, les personnes que les équipes de MDM ont rencontrées sur ces squats et bidonvilles ont évoqué le fait que les conditions de travail étaient aussi un réel déterminant de la santé des personnes. Et que voilà, la vaste majorité des personnes qu'on rencontrait à l'époque sur ces squats et des bidonvilles étaient soit des livreurs. Vaste majorité des livreurs qu'on rencontrait, c'est des personnes qui venaient d'Afrique subsaharienne et des travailleurs saisonniers, travailleurs saisonnières qui faisaient un petit peu qui allaient de Bordeaux dans le Médoc pour travailler dans les vignes. C'est de là qu'est arrivé le programme TP, où aujourd'hui on travaille vraiment sur les conditions de travail. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer les conditions de travail pour ces travailleurs précarisés. En milieu urbain, ce qu'on fait, alors il existe une organisation qui s'appelle la Maison des livreurs,
qui est à Saint-Michel, qui est un endroit où tous les livreurs peuvent se retrouver tous les après-midi de la semaine et voilà, faire une petite pause, se retrouver, déjeuner, partager un espace communautaire. Et c'est là où Médecins du Monde intervient. Il y a d'autres associations qui y interviennent, mais on fait partie des partenaires qui sont à la Maison des Livreurs. Jonathan Lutil-Chevalier, qui est le coordinateur de la MDL, vous parlera un petit peu après, notamment des contrats et de la condition des livreurs sur le travail, donc je ne vais pas en faire trop. Mais on amène toutes les semaines, on fait un aller vers à Bordeaux, où on essaye de rencontrer des livreurs en faisant des maraudes sur la métropole bordelaise. Et on a aussi des permanences d'accès aux soins à la MDL, où là, de la même manière, on a des équipes bénévoles qui viennent, aussi composées de médecins, de psychologues, psychiatres, kinés, travailleurs sociaux. Et très rapidement, en fin de compte, la souffrance psychique, c'est quelque chose qui a été évoqué par les livreurs. Souvent évoqué dans des temps informels. On pouvait sortir à un moment donné pour discuter avec un livreur de comment s'est passée la journée. Et là, à ce moment-là, je caricature presque pas, hein, mais là, d'un coup, une personne pouvait commencer à vous parler de ce qui s'est passé sur son parcours migratoire, les tortures dans les geôles libyennes, etc. etc. Donc ça a été beaucoup de moments où on s'est retrouvé perplexe en se disant comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir, en tout cas essayer d'amener une sorte de, voilà, de solution, de contenir un petit peu tout ça à la MDL. Entre autres, parmi d'autres souffrances psychiques qui ont été évoquées, c'est beaucoup de troubles du sommeil, beaucoup de cauchemars, de flashbacks, de réminiscences, de traumas qui sont produits pendant le parcours migratoire, mais aussi sur le pays d'accueil, hein, avec toute la violence qui se produit ici en ce moment en France pour tout un tas de personnes qui sont dans la livraison et sur des parcours de migration très difficiles. Et les personnes aussi nous parlent d'avoir les sens constamment en alerte et pas la possibilité de déconnecter. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un livreur qui a décrit le fait que même quand le téléphone est éteint, il y a les bips qui résonnent et avec cette constante idée que voilà, il faut que je me lève, il faut que je remonte sur mon vélo, il faut que je fasse de la livraison pour gagner 80 centimes en faisant 30 minutes de vélo. Je schématise encore un petit peu, mais on n'en est pas si loin que ça, hein, malheureusement. Voilà, troubles, stress et troubles anxieux qui sont liés aux conditions de vie et aux conditions de travail énormes. On vous parlera un petit peu plus sur la prochaine présentation des risques psychosociaux qui sont liés à l'activité de livraison. Mais je vais quand même toucher sur le fait que le travail est extrêmement instable. Les personnes sont complètement assujetties aux plateformes. Elles peuvent perdre leur travail d'une seconde à l'autre. Par décision de la plateforme, sans connaître nécessairement le motif. Les cadences sont extrêmes, on parle de personnes qui bossent de 10 à 14 heures par jour, sans beaucoup prendre de pauses. Celles qui viennent prendre des pauses ont la chance d'avoir la maison des livreurs. Il y a des personnes qui ne viennent pas forcément à la MDL. Les interactions avec les restaurateurs et les consommateurs peuvent être extrêmement compliquées. Beaucoup de livreurs nous parlent surtout en ce moment de la recrudescence de propos et d'actes racistes, autant des consommateurs, mais aussi des restaurateurs à Bordeaux. Donc ça, évidemment que ça a un énorme impact sur la santé mentale des personnes. Peur des contrôles de police, des livreurs qui vont éviter certaines zones parce qu'il y a des contrôles policiers à la Victoire à tel moment, donc on ne veut pas se positionner là. Voilà, parfois il y a des contrôles qui ressemblent presque un peu à des rafles, hein, on ne va pas se mentir, où les camions de police arrivent, monsieur, donnez-moi vos papiers, si vous n'avez pas vos papiers, vous allez tout de suite au commissariat, risque d'être enfermé au CRA, enfin bon, j'en passe les meilleurs.
Et la peur d'être séparé des familles. Ça, c'est aussi quelque chose dont les livreurs nous parlent beaucoup. Il y a certaines personnes qui sont là avec leurs enfants, et avec leurs femmes et leurs enfants. Il y a des solutions d'hébergement qui peuvent être trouvées pour les femmes et les enfants, mais pas toujours pour les hommes. Donc on se retrouve dans des situations où on a des hommes qui malheureusement vivent à la rue, et qui peuvent retrouver leurs femmes et leurs enfants que le matin, quand ils peuvent se rapprocher du centre d'hébergement. Donc voilà, ça c'est aussi évidemment une souffrance extrême qui vient en fin de compte se rajouter à toutes les souffrances qui ont déjà été vécues dans le pays d'origine, sur le parcours migratoire et puis en arrivant ici. Des freins qui existent, qui ont été identifiés concernant l'accès aux soins. Bon, alors il y a des difficultés liées à l'accès aux droits en santé. Pendant les permanences d'accès aux soins, on travaille beaucoup sur améliorer l'accès aux droits, ça veut dire faire du montage de dossiers, beaucoup de dossiers AME pour les personnes qui n'ont pas de titre de séjour. Pour monter des dossiers AME, c'est des problématiques qui parfois peuvent être complexes dans les démarches administratives. Ça ne marche pas toujours du premier coup, ça prend un certain temps. Donc voilà, ça, des problématiques d'accès aux droits, c'est tout à fait le cas pour les livreurs. Il y a aussi, on se confronte aussi à un tabou par rapport à la santé mentale. Les personnes, bien que vocalisent le fait qu'il y a de la souffrance psychique, nous ont parlé du fait qu'il y a une certaine peur de l'évoquer. Peur de l'évoquer parce que peur de la perception de l'autre, de la honte que ça peut créer chez la personne, de ne pas vouloir être vu comme une victime, de ne pas vouloir aussi revivre ce qui a été survécu dans le passé. Des personnes qui nous parlent aussi beaucoup de voilà, ce qu'on pourrait appeler cette idée de trauma vicariant, où dans les mots de la personne, c'était « je ne veux pas éclabousser l'autre de mes souffrances ». Donc en fin de compte, vouloir protéger les autres de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé, pas vouloir retraumatiser en fin de compte les personnes qui peuvent avoir souffert de choses similaires. Voilà, tout ça, ça fait partie des tabous et ça peut être là comme un frein pour commencer à entamer des soins psychiques. Bien sûr, la méconnaissance des dispositifs avec voilà, l'organisation du système français, l'importance du médecin traitant, des circuits, voilà, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément toujours évidentes pour les personnes. La modalité de soins aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup été évoqué à la maison des livreurs. Il y a voilà, beaucoup de personnes qui nous ont dit que se retrouver en face à face avec une personne dans un bureau, avec une personne inconnue, pouvait vraiment poser problème, que ça n'allait pas être quelque chose de facile à faire, que ce n'était pas quelque chose non plus qu'ils faisaient nécessairement dans le pays d'origine. Là, en l'occurrence, pour être un peu plus précis, je parle avec beaucoup de personnes d'Afrique subsaharienne, donc ce qu'il y avait en commun par rapport à ça, là, je parle de personnes qui viennent du Mali ou de Guinée, qui nous disaient, voilà, on ne s'assoit pas, moi je ne me suis jamais assis devant une personne dans un cabinet pour parler de mes souffrances. Donc cette modalité-là, elle peut poser problème. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais ça peut poser problème pour un certain nombre de personnes. En tout cas, ça nous a été décrit. Et puis, bien sûr, la santé qui peut être dépriorisée. Hein, ça, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais quand on a un parcours migratoire compliqué, qui n'est pas forcément d'ailleurs terminé, où on a besoin d'argent pour survivre, pour nourrir sa famille, voilà, la santé, ça peut venir bien après tout le reste. Bon, là, je vous peins un peu un truc un peu dark, mais il y a quand même des leviers. Enfin, des choses qu'on peut mettre en place et qu'on met en place à la maison des livreurs. Sur le plan de la santé mentale, c'est vraiment, j'ai remarqué que c'est une approche évolutive parce que c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis plusieurs mois avec les livreurs.
comment est-ce qu'on approche ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que Médecins du Monde peut apporter un petit peu d'aide par rapport à tout ça? La réponse, elle est loin d'être claire pour les intervenants Médecins du Monde, elle est loin d'être claire pour les livreurs. Par contre, on a la chance d'avoir un groupe de personnes qui est très motivé pour essayer de répondre à cette question. Donc du coup, on est constamment en train d'échanger avec les livreurs pour savoir comment est-ce qu'on peut adapter le programme sur le champ de la santé mentale. Tout au début, les personnes nous avaient demandé de faire des actions collectives. Donc on a essayé. On s'est retrouvés en groupe dans la salle de la maison des livreurs et on a commencé avec la psychologue bénévole à poser des questions sur comment est-ce que les gens se sentent. Bien que ça avait été une idée qui avait émergé des livreurs eux-mêmes, il s'est avéré que quand on a commencé à faire des actions collectives, en particulier sur la santé mentale, ça n'a pas fonctionné comme tout le monde l'espérait. Les gens se sont un petit peu tus, ça a été compliqué de désamorcer certains trucs, donc bon, on a essayé 2 fois. Autant sur d'autres thèmes, ça peut partir dans tous les sens, et j'en parlerai après, mais sur la santé, sur les souffrances psychiques, beaucoup plus compliqué au départ. En faisant un petit peu le bilan de cette première phase d'action, les livreurs nous ont demandé d'entamer des entretiens individuels. Donc là, il y a un psychiatre qui a rejoint l'équipe, qui venait une fois par semaine, parfois même un petit peu plus, pour essayer de mener des entretiens individuels avec les livreurs. Au bout de quelques mois, le psychiatre revient vers nous et puis nous dit « bon, bah, ça ne fonctionne pas ». Je vois une personne quand la personne est là, et voilà, donc très loin de ses habitudes aussi à lui de recevoir en consulte des personnes. Bon, on voyait bien que c'était aussi un petit peu compliqué pour le soignant. On revient vers les livreurs pour leur parler de ça, et le groupe revient pour nous dire bon, ok, on comprend bien qu'on essaye tous de s'adapter. Apparemment, ce qu'il faut en fait, c'est essayer pour le moment de mettre le soin, pas de mettre de soin de côté, mais que ce ne soit pas la priorité de l'équipe santé mentale, de consulter ou de mener des actions. On veut que l'équipe de santé mentale passe du temps avec nous, qu'on apprenne à se connaître, qu'on tisse du lien, qu'on crée de la confiance, et ensuite on verra ce qui se passe. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs mois. Et apparemment, pour le moment, en tout cas, tout le monde a l'air d'être content de ça. Le psychiatre s'est mis à jouer au baby-foot avec les personnes, à boire du thé. En dehors dans ces moments-là, les choses sortent. Dans ces moments-là, le psychiatre commence à entendre des trucs. Et là, il peut faire des orientations vers le MPP, vers le CASO, vers Ethnotopie. Voilà, il existe des partenaires qui peuvent apporter du soin, il n'y a pas de doute là-dessus sur la métropole bordelaise, mais encore faudrait-il que les personnes qui ont besoin de ce soin-là aillent vers les structures de santé. Voilà, c'est là un petit peu où ça peut parfois être compliqué. Donc voilà, je disais que l'équipe professionnelle, on a la chance d'avoir ça à MDM, avec, du coup, voilà, je vous en ai parlé de l'importance de passer du temps avec les personnes, et aussi en termes de... Il y a une autre méthode qu'on a mis en place pour permettre aux livreurs de s'ouvrir sur des thèmes de la santé mentale, c'est les actions collectives. On en a mené une récemment qui était sur les troubles érectiles dus à l'activité intensive du vélo. Et lors de cette action-là, les personnes se sont retrouvées, plus de 20 livreurs, pendant à peu près 2 heures, pour parler de à quel point est-ce que ces troubles-là ont un effet énorme sur la santé mentale des personnes, sur la manière dont elles s'identifient, sur ce qui se passe après à la maison au sein du couple, et les conflits que qui peuvent émerger en fonction de ça. Et voilà, on a réussi en fin de compte à faire émerger tout un tas de sujets en faisant des actions collectives, et apparemment c'est quelque chose que les livreurs veulent continuer à faire, toujours en co-construisant ces actions-là. Et enfin, ce que je voudrais rappeler, et Joe en parlera, mais c'est vrai que la maison des livreurs en tant que lieu est incroyablement, c'est magique, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir, parce que les personnes se retrouvent,
C'est un lieu, un espace communautaire où les gens peuvent partager des choses, parler leur propre langue, manger leur mets, préparer leur mets, le partager entre eux. Et ça, on se rend compte que sur des parcours où il y a des personnes qui ont été complètement assujetties, où il y a eu une rupture de lien, une rupture de la confiance envers l'autre, des lieux comme ceux-là où les gens peuvent se retrouver, et ben le soin, il passe par la relation. Et ça, sur le long terme, c'est quelque chose qui, on le voit à la MDL, aide énormément. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ouais. Non, allez, ça va. 5 minutes. Mon Dieu, ce que le temps passe vite. Ok. Je vais passer rapidement sur ce qu'on fait dans la médiation en santé au milieu rural et ce qu'on fait auprès des travailleurs saisonniers. Beaucoup d'actions d'aller vers sur les lieux de vie, ça j'en ai déjà parlé, mais aussi sur les lieux de passage. On rencontre énormément de travailleurs saisonniers sur les parkings, beaucoup de personnes roumaines et bulgares et marocaines sur les parkings de Pauillac, de l'Inter. Là, quand on rencontre ces personnes-là, ce qu'on fait, c'est qu'on distribue des flyers qu'on a traduits en 7 langues, où on parle de la permanence d'accès aux soins qu'on a tous les jeudis soirs à Pauillac, mais aussi on a tout un tas d'informations sur les étirements que les personnes peuvent faire pour compenser les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Enfin, bon. On distribue de l'information dans la langue des personnes. Ça, c'est l'une des choses que l'on fait pour essayer de se faire connaître. Les freins qui existent à l'accès aux droits, qui existent à l'accès aux soins, l'accès aux droits, c'est la même chose, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est aussi une problématique qu'on rencontre en milieu rural avec les travailleurs saisonniers. Une personne sur 4 n'a pas de droit ouvert, qu'on rencontre nous, hein, je vous parle lors de nos permanences d'accès aux soins à Pauillac. C'est des personnes qui travaillent, qui pourraient avoir accès aux droits, mais qui pour autant, malheureusement, n'ont pas de droit ouvert. Je ne sais pas si vous connaissez le Médoc, mais la configuration du territoire, ça peut vraiment devenir un obstacle au déplacement. C'est un territoire qui est très étendu, avec voilà, un éloignement des services de santé. Si vous vivez dans un bidonville à Saint-Laurent et que vous avez un rendez-vous à la CMP de Castelnau, qu'il n'y a pas de bus et que votre troc est en panne, vous n'allez pas pouvoir vous rendre malheureusement à votre rendez-vous. Territoire étendu, durée de trajet important bien sûr. La cartographie du territoire, ça aussi, enfin la cartographie médicale, c'est quelque chose qui est plus compliqué en milieu rural et beaucoup plus compliqué pour nous quand on travaille dans le Médoc. Sous-densité médicale, notamment psy, avec des délais de rendez-vous importants qui peuvent entraîner du non-recours, hein, tout simplement. Pour vous donner un exemple, ça c'est pour les personnes qui ont des droits ouverts. Pour ceux qui n'ont pas de droits ouverts, c'est encore plus compliqué. Mais pour les personnes qui ont des droits ouverts, qui vocalisent une souffrance psy, ce qu'on peut faire évidemment, c'est essayer de les orienter vers les médecins généralistes qui peuvent ensuite faire une orientation vers le CMP. Il existe 2 CMP dans le Médoc, un à Castelnau, un à l'Espar. Malheureusement, alors le CMP de Castelnau aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous avec une psychologue, c'est 6 mois d'attente et un délai d'1 an d'attente pour un psychiatre. Pour le CMP de l'Espar, c'est apparemment 2 ans pour avoir un rendez-vous chez une psy et 1 an pour un psychiatre. C'est quelque chose qu'on m'a dit aujourd'hui, le CMP de Castelnau. Donc, délai d'attente énorme, besoin d'étayage médical énorme dans le Médoc. Voilà, problématique à ce niveau-là. Et quand vous avez un rendez-vous, ça peut aussi... un autre frein qui peut arriver, c'est l'interprétariat. Voilà, vous en avez beaucoup parlé. Du problème de l'interprétariat, c'est quelque chose qui est aussi incroyablement voilà, important et pas toujours utilisé, notamment dans le Médoc pour beaucoup de professionnels de santé. Nous, on travaille quasiment qu'avec des personnes qui sont allophones à Médecins du Monde. Toutes les personnes qu'on côtoie, le français, c'est la troisième ou quatrième langue. Donc voilà, s'il n'y a pas d'interprétariat, le soin, ça va être compliqué. Voilà. Et aussi un autre problème, c'est qu'il n'y a pas de groupe mobilisé dans le Médoc comme on peut en avoir un à la maison des livreurs. Donc voilà, pour faire coalition de cause commune, c'est plus compliqué quand on ne se connaît pas et quand on ne peut pas se regrouper.
désolé, je vais vite parce que je crois il faut vraiment que je termine. Donc les leviers de la médiation santé auprès des travailleurs, travailleuses saisonnières dans le Médoc, les actions mobiles, les permanences médico-sociales, j'en ai un petit peu parlé. On adapte nos horaires aux activités des personnes. On fait pratiquement que du travail de soirée. Donc voilà, nos actions mobiles, elles sont le soir. Notre permanence de santé, elle est le soir de 17h à 20h, parfois 21h, pour que les personnes débauchent et qu'on puisse ensuite les rencontrer. Les maraudes dans les bidonvilles, sur les lieux de vie, c'est pareil. Une utilisation de l'interprétariat, toujours, partout, tout le temps. On utilise ISM Interprétariat pour tous les entretiens de médiation en santé qu'on fait. Et aussi sur les accompagnements, on utilise ISM Interprétariat quand les personnes concernées par notre programme vont chez le médecin. Il peut y avoir une personne de l'équipe qui utilise ISM et l'entretien peut se faire dans la langue de la personne. Et puis voilà, l'information et l'orientation vers les acteurs et les actrices présentes sur le territoire, à Bordeaux ou dans le Médoc. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a quand même la chance d'avoir le MPP dans le Médoc. Il y a une infirmière qui se déplace pour les personnes qui n'ont pas de droit ouvert et on a beaucoup de chance par rapport à ça. Donc l'infirmière, elle peut faire le lien avec la PAS quand il s'agit de faire une ouverture de droit ou quand il s'agit de faire le lien avec le médecin de la PAS pour commencer un traitement médicamenteux. Après, pour le suivi psy, c'est beaucoup plus difficile, très difficile dans le Médoc, comme je l'ai dit. Parfois, il faut que s'il y a besoin d'un suivi psy pour une personne qui n'a pas de droit ouvert, qui vit dans le Médoc, il faut aller à Bordeaux. Ça, on reprend le problème de la mobilité, des déplacements, du coût financier. Voilà. Je crois que j'ai terminé.